Chapitre 1. Bouillie d'orge, à l'aube. Ah, Macédoine, terre de collines escarpées, de routes poussiéreuses et du parfum perpétuel de chèvres. L'air, frais à l'aube, promettait des possibilités, si vous étiez le genre de personne capable de trouver de l'inspiration dans la bouillie d'orge, le pain rassis et le pit de l'olive occasionnel. Pour la plupart, les matins étaient un moment de réflexion tranquille, de contemplation du lever du soleil, avec un hochement de tête respectueux envers les dieux. Mais pas pour le jeune Alexandre. Non, pour Alexandre, les matins étaient une bataille, pas contre des armées envahissantes, celles-là viendraient no plus tard, ni contre des nobles machiavéliques ou des pères imprévisibles, bien qu'il faut l'admettre, il y en avait beaucoup aussi. Non, la véritable bataille se livrait à la table du petit déjeuner. Une guerre menée avec des cuillères et de l'entêtement, autour d'un bol de ce qui ne pouvait être décrit que comme un désespoir comestible, bouillie d'orge. Imaginez une casserole de bouillie si grise qu'elle semblait avoir abandonné la vie. Une texture qui oscillait entre de la pâte et des cailloux. Un goût qui murmurait « C'est le mieux que nous puissions faire, maintenant mâche, et arrête de te plaindre. » Et Alexandre, oh Alexandre, détestait ça. Il était assis à la longue table rustique dans la salle faiblement éclairée du palais, courbé sur son bol de bouillie d'orge fumante, l'observant comme un général, scrutant un champ de bataille. Il avait essayé, vraiment, il avait essayé, d'apprécier son charme modeste, de trouver une trace de saveur dans son étreinte fade. Mais non, chaque cuillerée était un voyage à travers la médiocrité, une lente marche vers la réalisation que le petit déjeuner, comme la vie elle-même, était un test d'endurance. « Mange ton porridge, Alexandre », vint la voix de la raison, de la logique et des reproches incessants. Aristote, le grand philosophe lui-même, se tenait à l'extrémité de la table, sa barbe hérissée de la confiance d'un homme qui n'avait jamais été amusant aux soirées. Alexandre grogna en piquant la bouillie avec sa cuillère. « Sais-tu » continua Aristote, comme si cette pensée venait de lui traverser l'esprit, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas. Que la modération dans l'alimentation est la pierre angulaire d'une vie vertueuse, les pythagoriciens croyaient. « Ça y est » pensa Alexandre, se préparant pour le cours quotidien sur l'éthique du petit déjeuner. Aristote, imperturbable, se pencha en avant, sa voix montant en hauteur, comme pour s'assurer que la bouillie elle-même puisse l'entendre. Trop de complaisance mène à la mollesse mène à la décadence mène à la ruine. Et sais-tu où mène la ruine, mon garçon ? Encore de la bouillie ? Proposa Alexandre avec un sourire ironique. Aristote soupira, le soupir d'un homme qui avait autrefois espéré changer le monde, mais qui se retrouvait maintenant à expliquer la maîtrise de soi à un adolescent qui avait accidentellement nommé son lézard de compagnie machine de guerre. À côté d'Alexandre, un jeune garçon de service se tenait nerveusement, serrant une cruche de vin dilué. Car oui, même à la table du petit déjeuner, les Macédoniens buvaient du vin. Pas le bon vin, je vous prie de noter. C'était du vin tellement dilué qu'il pouvait à peine s'appeler vin. C'était, comme Aristote leur rappelait souvent, du vin de l'âme, pas des sens, ce qui signifiait qu'il avait le goût du regret et de la déception parfumé au raisin. Le garçon versa un mince filet dans la coupe d'Alexandre, les mains tremblantes, car personne ne voulait être celui qui renversait du vin sur le futur conquérant du monde connu, pas après ce qui était arrivé au dernier garçon. La rumeur disait qu'il avait été réaffecté à la tâche de gardien de chèvres, ce qui en Macédoine était un sort à peine meilleur que la mort,
surtout parce que les chèvres étaient connues pour mordre. Alexandre prit une gorgée, fit une grimace et tourna son attention vers la bouillie. « Le savais-tu » poursuivit Aristote d'une voix monotone, « que les lentilles favorisent la sagesse, tandis que les figues, lorsqu'elles sont trop mûres, peuvent mener à des pensées impures. » Alexandre cligna des yeux. « Est-ce pour ça que tu as interdit les figues à table ?» demanda-t-il, à moitié sérieux. Aristote ne répondit pas, mais ses sourcils firent une petite danse de désapprobation philosophique. Au bout de la table, Philippe II, roi de Macédoine, conquérant de villes, et catastrophe à temps partiel sous forme humaine, fit irruption, portant une tunique qui semblait avoir traversé 3 batailles et une récitation de poésie. Sa barbe était en désordre, ses yeux étaient fous, avec une énergie qui suggérait qu'il n'avait pas dormi et qu'il n'avait peut-être même pas cligné des yeux depuis l'après-midi précédent. « Ah, mon fils !» s'exclama Philippe en donnant une tape si forte dans le dos d'Alexandre que le garçon faillit s'enfoncer le visage dans sa bouillie. « Qu'est-ce que nous conquérons aujourd'hui, hein? Le petit déjeuner? La philosophie? L'inévitable écrasement de l'âme d'une vie passée à mâcher de la bouillie ?» Alexandre lança un regard à Aristote qui pinça les lèvres d'une manière qui disait « Je te l'avais bien dit. »« Le petit déjeuner, père, » répondit Alexandre, impassible. « Nous conquérons le petit déjeuner. »« Ah, bon garçon !» rugit Philippe, saisissant un morceau de pain si dense qu'il pourrait servir d'arme de siège. Il en mordit, grimaçant légèrement, alors qu'une molaire protestait. « Par les dieux, ce pain est aussi dur que les crânes de mes ennemis, et aussi vide que leur philosophie, » ajouta Aristote, toujours le rabat-joie. Un serviteur s'avança, en courant, avec une assiette d'olives, noire, salée, et si amère qu'elle pouvait dissoudre des alliances politiques. Alexandre les regarda avec suspicion, se souvenant du moment où il en avait mangé trop, et avait passé l'après-midi à regretter à la fois ses choix de vie et le concept de saveur. Il soupira, prit sa cuillère et mordit dans la bouillie. C'était tout aussi sans vie qu'il s'en souvenait, mais il y avait un étrange réconfort dans sa médiocrité. Un rappel, peut-être, que la grandeur ne se construisait pas sur le luxe, mais sur la capacité à endurer l'insupportable avec grâce. Ou peut-être que c'était juste Aristote qui parlait. Dehors, le soleil commençait, à peine à se lever, projetant une douce lueur sur la cour du palais. L'odeur de terre humide et de sueur de cheval flottait à travers les portes ouvertes. Quelque part, un coq chanta avec l'enthousiasme d'un conférencier motivant qui venait de découvrir le concept des matins. Alexandre, mâchant sa bouillie avec la solennité d'un homme sur le point de mener une armée, jeta un coup d'œil. À la table, il y avait du pain, olives, du fromage si vieux qu'il avait développé une conscience. Et bien sûr, la jarre de vin, diluée toujours présente. Il soupira de nouveau. La journée apporterait ses défis, entraînement, leçons de stratégie, peut-être un débat animé sur la question de savoir si l'Iliade était un document historique ou un conte d'avertissement sur l'hubris et les très mauvaises manières lors des fêtes. Mais pour l'instant, il n'y avait que de la bouillie, et la lente, écrasante réalisation que le leadership, comme le petit déjeuner, consistait surtout à mâcher les morceaux durs. Chapitre 2. Petit déjeuner avec Aristote. Ah oui, le petit déjeuner, ce noble champ de bataille où l'esprit s'affûte, l'estomac se vide, et l'âme est écrasée sous le poids implacable des philosophies diététiques d'Aristote. C'était un matin macédonien particulièrement humide, l'air si épais de brouillard qu'on aurait pu le trancher
et le servir avec un accompagnement de terreur existentielle, que le jeune Alexandre se retrouva une fois de plus à la merci de son philosophe personnel, Aristote. L'homme, oh l'homme, avec une barbe si vaste qu'elle semblait avoir sa propre attraction gravitationnelle et une voix si sèche qu'elle pouvait poncer les bords d'une statue de marbre, Aristote abordait chaque repas comme s'il s'agissait d'un dialogue platonicien en devenir. « Modération, Alexandre » intonna-t-il, alors que le garçon tentait de glisser un morceau supplémentaire de fromage de chèvre dans son assiette. La modération en toute bonne chose. Alexandre s'arrêta à mi-tranche, tenant le fromage friable et piquant, comme s'il s'agissait d'un trésor fraîchement découvert. Ou peut-être d'une arme. Ses yeux se plissèrent, son esprit tournant. « Modération, dites-vous » demanda-t-il, inclinant la tête avec une fausse curiosité. « Même dans les victoires, dans les conquêtes, conquêtes. » Le front d'Aristote se plissa. Le front d'Aristote se plissa. Il était assez sage pour voir où cela menait, mais pas tout à fait assez sage pour éviter complètement le piège. « Oui » dit-il prudemment, comme s'il marchait sur un sol qui pourrait s'effondrer à tout moment, même dans les victoires. Le sourire d'Alexandre s'élargit, féroce, alors qu'il posait le fromage avec un geste théâtral. « Alors peut-être, maître, dit-il, la voix dégoulinant de sarcasme adolescent. Vous devriez le dire à père quand il ramène un autre royaume avec le même enthousiasme que moi, quand je ramène une écharde dans ma tunique. » De l'autre côté de la table, un léger reniflement provenait de l'un des serviteurs, un jeune homme nommé Ptolémée, dont le travail consistait à verser du vin dilué et à prétendre qu'il ne planifiait pas en silence une évasion audacieuse de la folie de la table du petit déjeuner royal. Les yeux d'Aristote se plissèrent. « Ton père, mon garçon, est un homme au appétit pragmatique. » Il prit une gorgée de son propre vin coupé d'eau, comme si le simple fait de boire pouvait le fortifier contre l'assaut imminent de la logique adolescente d'Alexandre. Alexandre se pencha en avant, les coudes sur la table, et tapa la surface en bois comme un général, traçant un plan de bataille. Alors, laissez-moi clarifier cela. Pain, bon, lentilles, bonne, olive, bonne. Mais les figues, dangereuses, mais les figues, dangereuses. Les figues, dit Aristote en levant un doigt accusateur, sont un fruit de Gateway. Les figues, dit Aristote en levant un doigt accusateur, sont un fruit de passage. Trop de figues, et tu invites la tentation. La tentation mène au désir, le désir mène à la gourmandise, et la gourmandise mène à la mollesse, à la décadence et à la ruine. Oui, oui, j'ai entendu tout le discours, interrompit Alexandre en agitant sa cuillère de manière désinvolte. Il fixa son bol de ragoût de lentilles, une bouillie terreuse et brunâtre qui sentait légèrement les sandales mouillées, et soupira de manière théâtrale. « Tu sais ce qui est décadent, maître ? Se réveiller à l'aube pour un bol de ça. » Il enfonça la cuillère dans les lentilles, comme s'il tentait de vaincre un ennemi miniature. Les lentilles ne répondirent pas. Ils ne l'ont jamais fait. « Ah, mais les lentilles !» commença Aristote, glissant sans effort dans le mode conférence, « sont la nourriture de l'esprit. Humble, riche en nutriments, dépourvus de la décomposition morale qui infecte les fruits trop mûrs et la viande épicée. Ils enseignent la patience, la résilience et l'appréciation de la simplicité. Considérez, si vous le voulez bien, la métaphore. La lentille, comme l'âme, est petite, mais lorsqu'elle est correctement cultivée, elle nourrit le. Alexandre laissa sa tête s'écraser doucement sur la table, avec un léger bruit sourd. Ce n'était pas qu'il détestait les leçons d'Aristote, en soi,
C'était juste qu'ils avaient tendance à transformer le petit déjeuner en un champ de mines métaphysiques où chaque bouchée était un acte potentiel de défaillance morale. Du fromage, dangereux en excès, une pente glissante vers l'hédonisme. Du pain, acceptable, mais seulement si c'était aussi dense qu'un traité politique, et assez sec pour absorber une rivière entière de vin dilué. De la viande, pour les occasions spéciales, ou après des sièges particulièrement réussis, ou, comme préférait Philippe II, toujours se terminant par un igliali des figues, absolument pas, à moins que tu ne sois prêt à affronter le côté obscur de ton âme et à ruiner possiblement toute ta lignée. Alexandre gémit sur la table, à moitié étouffé. Je te jure, si tu me fais encore une fois la leçon sur les légumes, je conquiers les champs de lentilles de Mésopotamie, juste pour t'embêter. Oh, oh, plaisanta Aristote en caressant sa barbe. Et les renommerais-tu aussi lentilles d'Alexandre, à la manière des villes de ton père? Et les renommerais-tu aussi les lentilles d'Alexandre, à la manière des villes de ton père? Alexandre se redressa, souriant. Alexandre se redressa, souriant. Absolument. Alexandrolos, cela a une certaine autorité légumineuse, n'est-ce pas? Ça a une certaine autorité légumineuse, n'est-ce pas? L'œil d'Aristote tressaillit, l'œil d'Aristote tressaillit. Du coin, la porte de la cuisine grinça en s'ouvrant, et le vieux Stavros, le cuisinier le plus ancien du palais, entra en traînant les pieds, un homme ancien, qui semblait être né en même temps que la première récolte d'orge et qui avait personnellement été témoin de la naissance de la déception sous forme culinaire. Son tablier était taché des cicatrices de bataille de décennies, son visage marqué par la sagesse d'un homme qui savait exactement combien de temps faire bouillir un pied de chèvre avant qu'il ne cesse de se débattre. Il entra avec une nouvelle marmite de lentilles, la vapeur s'élevant en épais et parfumé tourbillon. Avec un grognement, il le posa sur la table en murmurant sous son souffle « Un autre jour, un autre pot de tristesse bouillie. » « Ah, Stavros !» Aristote appela, gesticulant avec grandeur. « Dites-nous, de par vos nombreuses années d'expérience culinaire, quelle vertu se cache dans la humble lentille? Dites-nous, d'après vos nombreuses années d'expérience culinaire, quelle vertu se cache derrière la modeste lentille? » Stavros plissa les yeux en direction du philosophe, puis d'Alexandre, puis de la marmite. Stavros plissa les yeux en direction du philosophe, puis d'Alexandre, puis de la casserole. Sa réponse fut lente, délibérée, et prononcée dans le ton rocailleux d'un homme qui avait jadis été poignardé à cause d'une dispute sur le thym. Il ne te tuant pas. C'est la principale vertu. Alexandre éclata de rire, et même Aristote esquissa un sourire réticent. Pendant un bref instant éclatant, le poids de la philosophie s'est levé, et la table n'était simplement qu'un endroit pour manger. Mais comme toutes les bonnes choses, le moment passa. Aristote se racla la gorge, redressa sa tunique et reprit son monologue. Comme je le disais, la modération est la clé de la vertu. Il ne faut pas se livrer à l'excès dans les plaisirs de la chair, ni chercher une variété excessive dans la nourriture. L'homme qui mange simplement est l'homme qui gouverne avec sagesse. Alexandre, sans manquer une seconde, se pencha de manière conspiratrice et chuchota assez fort pour que toute la table puisse entendre. « Cela veut-il dire que je ne peux pas avoir le fromage et les lentilles? Cela veut dire que je ne peux pas avoir le fromage et les lentilles ?» Aristote soupira, un long soupir de souffrance qui semblait résonner contre les murs de pierre. « Techniquement, dit-il entre ses dents serrées, vous pouvez avoir les deux, avec modération,
Alexandre applaudit triomphalement. Alors je mangerai du fromage avec modération, ce qui, selon mes calculs, est exactement 3 fois plus que ce que vous pensez être acceptable. Les serviteurs échangèrent des regards, incertains de rire ou de fuir pour sauver leur vie. Au bout de la table, Philippe II s'éveilla, en sursaut de sa brève sieste, des morceaux de croûte de pain dans sa barbe, et déclara « Bah, la modération est pour les hommes qui n'ont rien de mieux à faire que de compter les figues. Un vrai roi mange ce qu'il veut, boit ce qu'il veut, et conquiert ce qu'il veut. Un vrai roi mange ce qu'il veut, boit ce qu'il veut, et conquiert ce qu'il veut. » Exactement, 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 intervint Alexandre, pointant une cuillère victorieuse vers Aristote. Dis-lui, père, plus de leçons sur les figues, juste du bon pain, du vin fort, et discipline, interrompit fermement Aristote, sa voix tranchant à travers le chaos grandissant comme un poignard de philosophe. Alexandre soupira, son enthousiasme tempéré mais non vaincu. La table descendit dans le rythme familier de mastication, de bruits de succion et des débats murmurés de temps à autre sur la question de savoir si les lentilles étaient vraiment un aliment ou simplement une forme élaborée de punition. Alors que le soleil montait dans le ciel, Alexandre ressentait l'irrésistible appel du destin qui l'attirait. Un jour, il mènerait des hommes au combat. Un jour, il façonnerait le monde à son image. Mais aujourd'hui, il survivrait à une autre leçon sur les figues et trouverait un moyen de glisser une tranche de fromage supplémentaire dans son assiette sans qu'Aristote ne s'en aperçoive. Chapitre 3. Ration de campagne et philosophie. Les collines de Macédoine, comme tout historien respectable pourrait vous le dire, tout en tenant un verre de vin dilué et en marmonnant sur le fait que ce travail ne paie pas assez, étaient un paradis accidenté, parsemé de chèvres, de rochers, de poussière et d'une amphore à moitié enfouie que quelqu'un avait probablement prévu de déterrer il y a 2 siècles, mais à laquelle il n'avait jamais vraiment pensé. Et c'est sur l'une de ces collines, baignée dans la lueur dorée d'un soleil, qui semblait avoir mal interprété son propre niveau d'intensité dans l'itinéraire de la journée, qu'un jeune Alexandre se tenait, plissant les yeux au loin. Sa tunique était froissée, ses sandales couvertes de poussière, et son visage affichait l'expression déterminée d'un homme qui, ce matin même, avait été privé d'une seconde portion de fromage de chèvre par un Aristote irritable et qui était maintenant prêt à conquérir la nature elle-même par pure rancœur. À ses côtés se tenait Héphaïstion, son meilleur ami, compagnon fidèle, et le genre de personne capable de manger un oignon entier, cru sans cligner des yeux, et de demander un autre. Derrière eux, une petite suite de serviteurs, de soldats, et un chien de chasse particulièrement lunatique nommé Bucéphalus II, le Bucéphalus original, était en train de bouder dans les écuries, après un incident impliquant une selle mal fixée, un noyau d'olive et un débat philosophique qui avait mal tourné, traîné, prétendant ne pas être absolument misérable. Ah, le frisson de la chasse! Alexandre déclara, les bras écartés, comme si les chèvres de la campagne macédonienne devaient trembler à sa présence. Frisson, répliqua Héphaïstion, un peu moins enthousiaste, essuyant une goutte de sueur de son front. Ou peut-être un coup de chaleur. La philosophie exige la souffrance. La voix d'Aristote résonna derrière eux, alors qu'il émergeait de l'ombre d'un cyprès, tenant un rouleau dans une main et un oignon dans l'autre, comme un homme prêt à soumettre à la fois la flore et la faune à ses leçons. Et quelle meilleure façon de souffrir que de servir la connaissance? Et quelle meilleure façon de souffrir que dans le service de la connaissance?
Alexandre soupira de manière dramatique, un soupir capable de fendre la pierre, et se tourna vers son mentor. Alexandre soupira de manière dramatique, un soupir capable de fendre la pierre, et se tourna vers son mentor. « Laisse-moi deviner, fit-il d'un ton traînant. C'est la partie où tu me dis que la chasse enseigne la patience, que la patience est une vertu, et que les vertus se cultivent le mieux autour d'un bol de lentilles et d'une tasse de vin dilué. Laisse-moi deviner, dit-il d'un ton traînant. C'est la partie où tu me dis que la chasse enseigne la patience, que la patience est une vertu, et que les vertus se cultivent mieux autour d'un bol de lentilles et d'une tasse de vin dilué. Les sourcils d'Aristote tressaillirent d'une manière qui suggérait qu'il était sur le point de livrer un monologue si dense qu'il pourrait être utilisé comme arme de siège. Les sourcils d'Aristote tressaillirent d'une manière qui suggérait qu'il était sur le point de livrer un monologue si dense qu'il pourrait être utilisé comme arme de siège, mais avant qu'il ne puisse commencer, une voix forte et tonitruante retentit de la colline voisine. « Alexandre! Alexandre !» C'était Philippe II, roi de Macédoine, conquérant de cités, buveur professionnel de quantités douteuses de vin, et père de l'année, si la seule concurrence était une chèvre particulièrement agressive. C'était Philippe II, roi de Macédoine, conquérant de villes, buveur professionnel de quantités de vin douteuses, et père de l'année, si la seule concurrence était une chèvre particulièrement agressive. Il se tenait là, les jambes écartées, tenant une patte de sanglier dans une main et une lance dans l'autre, comme s'il venait de sauter hors d'une fresque représentant le festin le plus chaotique de l'histoire. « Père », salua Alexandre, tentant une révérence, tout en donnant un coup de pied discret à une pierre dans l'espoir qu'elle roule en bas de la colline et adoucisse la conversation. Philippe s'approcha d'un pas décidé, donnant à Alexandre une tape si forte dans le dos que le garçon faillit s'envoler dans un buisson. Dans la nature, hein? Apprendre les voices des hommes? Philippe sourit, une lueur légèrement dérangée dans les yeux. Rien de tel qu'un peu de sueur et de saleté pour te faire pousser des poils sur la poitrine. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit avant que ma quatrième femme n'insiste pour que j'arrête d'apporter des carcasses de sangliers à dîner. L'œil d'Aristote tressaillit si fort qu'il faillit provoquer un petit tremblement de terre. Alexandre, toujours le fils obéissant, ou du moins le fils qui ne voulait pas se retrouver dans une autre dispute à propos du vin du petit déjeuner, hocha la tête. « Oui, père, nous sommes ici pour apprendre. La patience. Et les oignons. » Philippe cligna des yeux. « Des oignons ?» répéta-t-il, comme si le mot lui-même était une insulte à ses sensibilités royales. Aristote, saisissant l'occasion comme un philosophe en mission, s'avança et s'éclaircit la gorge. « En effet, votre majesté, l'oignon, humble bien qu'il puisse paraître, est un symbole de résistance. Ses couches reflètent la complexité de la condition humaine et son odeur forte. »« Ça sent comme des pêtes de chèvre, » interrompit Philippe en reniflant avec dédain. « La seule chose que les oignons m'enseignent, c'est que personne ne veut se trouver sous le vent d'un homme qui en a mangé 3. » Alexandre sourit. Héphaïstion essaya, et échoua, de réprimer un rire. Le chien de chasse avait l'air satisfait. Mais Aristote ne se laissa pas décourager. Considérez, si vous le voulez bien, la résilience requise pour mâcher un oignon. Ce n'est pas un aliment pour les âmes sensibles, c'est un test de volonté, une métaphore des épreuves, c'est un légume, grogna Philippe, arrachant une bouchée à la patte du sanglier avec ses dents. Un qui fait que ton haleine sent comme l'arrière-train d'un âne. Aristote inspira profondément, du genre d'inspiration qui pourrait alimenter tout un symposium sur le déclin moral de la cuisine moderne.
Mais Alexandre leva la main avant que l'homme ne puisse se lancer dans une conférence sur l'éthique culinaire et les dangers de l'ail excessif. « Père, dit Alexandre, soudain sérieux, puis-je demander, quel est le repas approprié pour un soldat sur le terrain? Père, dit Alexandre, soudain sérieux, puis-je demander, quel est le repas approprié pour un soldat sur le terrain? Philippe s'arrêta de mâcher, considérant cette question comme une affaire tactique de la plus haute importance. Philippe s'arrêta de mâcher, réfléchissant à cette question, comme s'il s'agissait d'une affaire tactique d'une importance capitale. Un soldat, prononça-t-il, a besoin de 3 choses, du pain si dur qu'il pourrait arrêter une flèche, de la viande si coriace qu'elle pourrait servir de casque, et du vin si dilué qu'on se demande si les dieux eux-mêmes se moquent de vous. Il hocha la tête comme si c'était la réponse à toutes les questions de la vie, puis ajouta, presque en passant, aussi des oignons, pour le moral, et pour s'assurer que vos ennemis sachent que vous arrivez de loin. Aristote ouvrit la bouche, peut-être pour s'opposer, ou peut-être pour citer un fragment d'Héraclite sur la façon dont le souffle d'un homme reflète son âme. Mais Alexandre, pressentant un désastre imminent, parla le premier. « Père, voudriez-vous vous joindre à nous pour un léger repas de lentilles et de discours philosophiques? Père, voudriez-vous vous joindre à nous pour un léger repas de lentilles et de discours philosophiques? » Philippe cligna 1 fois, 2 fois, puis, très délibérément, il prit la patte de sanglier, la lança dans un buisson voisin, où elle effraya un écureuil qui prit sa retraite anticipée et déclara « Bah, les lentilles sont pour les hommes qui ont trop de temps et pas assez d'ambition. Un vrai roi mange de la viande, boit du vin et crie aux dieux jusqu'à ce qu'ils répondent ou envoient un éclair par pure exaspération. » Alexandre hocha la tête, impressionné. Héphaïstion applaudit poliment. Même Aristote, avec un sourire réticent, concéda le point en levant son rouleau dans un toast à moitié sincère. Et ils s'assirent donc dans la poussière des collines macédoniennes, passant des morceaux de pain qui pouvaient servir de matériaux de construction, des morceaux de viande de chèvre si salés qu'ils pouvaient préserver un corps pendant des semaines, et des outres remplies d'un liquide si fin qu'il ne pouvait à peine être qualifié de buvable. C'était un repas, si l'on pouvait l'appeler ainsi, défini non par le goût mais par la survie, une expérience culinaire mieux décrite comme austère, pragmatique ou formative de caractère de la pire manière possible. Pourtant, à ce moment-là, Alexandre sentit quelque chose s'éveiller, pas la faim. Il avait encore assez faim, car les rations de campagne laissaient souvent à désirer, mais une étincelle de compréhension. Le leadership, réalisa-t-il, ne consistait pas à festoyer dans des palais ou à siroter du vin épicé dans des coupes en or. Il s'agissait de manger la même croûte de pain que l'homme à côté de vous, de supporter le même ragoût d'oignon qui retournait l'estomac, et de faire semblant que le jerky de chèvre, aussi dur qu'une pierre, était exactement ce que vous vouliez pour le dîner. Il s'agissait de mâcher les morceaux les plus durs de la vie sans se plaindre. Et peut-être, juste peut-être, s'agissait-il aussi de s'assurer qu'Aristote ne glisse pas une autre leçon au milieu de votre repas. Chapitre 4. Le grand incident du fromage et autres désastres culinaires. Il y a des moments dans l'histoire si profondément ridicules, si totalement absurdes, qu'ils refusent d'être ensevelis par les sables du temps. Et parmi celles-ci, l'infâme incident du grand fromage de Pella se tient fièrement, dégoulinant de saumure, un témoignage de la gloire chaotique de la jeunesse d'Alexandre. Cela a commencé, comme la plupart des catastrophes, par un simple repas, un festin royal, rien de moins, destiné à impressionner les dignitaires de passage
venus des confins du monde grec. Le palais était en effervescence, des serviteurs courant comme des fourmis paniquées, des cuisiniers maudissant des casseroles qui refusaient de bouillir, et un malheureux palefrenier tentant de maîtriser une chèvre particulièrement têtue pour la mettre dans un harnais décoratif. L'air était chargé de l'odeur de viande rôtie, de pain rassis, et d'un subtil courant de crainte qui n'émerge que lorsque Philippe II est à la fois l'hôte et en train de boire. Alexandre était assis à la longue table qui ployait sous le poids des plats, flanqué par Héphaïstos, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, et Aristote, qui avait déjà commencé à griffonner un traité sur les implications éthiques de la suralimentation, une proposition modeste. Devant eux s'étendait un festin que l'on ne pouvait décrire que comme agressivement rustique, du pain d'orge si dense qu'il pourrait servir de cale-porte, des olives si amères qu'elles pourraient dissoudre le marbre, et, la pièce de résistance, une roue entière de fromage de chèvre si grande qu'elle avait son propre champ gravitationnel. Philippe, comme d'habitude, était en grande forme, riant aux éclats, gesticulant avec un gobelet de vin qui éclaboussait son contenu sur les diplomates et les serviteurs. Ses yeux brillaient du dangereux éclat d'un homme qui avait déjà pris 3 verres de trop et envisageait un 4e, peut-être pour honorer le concept même de fromage. Voici. Philippe rugit, frappant son gobelet sur la table si fort que cela fit sursauter le dignitaire athénien, qui laissa tomber sa cuillère dans sa soupe. L'hospitalité macédonienne, le meilleur pain, le vin le plus fort, et du fromage si puissant qu'il pourrait repousser une invasion barbare. À cela, la meule de fromage, un imposant bloc doré d'ambition laitière, brillait de manière menaçante sous la lumière de la torche. Il trônait au centre de la table tel un oracle culinaire, défiant quiconque de contester sa suprématie. Alexandre, toujours le fils dévoué, se pencha en avant et murmura à Héphaïstion. Si ce fromage pouvait repousser une invasion barbare, imagine ce qu'il pourrait faire si nous le lancions par-dessus les remparts. Héphaïstion renifla dans son vin. Malheureusement, Aristote a entendu. « Ah !» intonna le philosophe, ajustant ses robes avec l'air d'un homme sur le point de gâcher le plaisir de tous. Mais considérez, jeune Alexandre, le symbolisme inhérent au fromage. Un produit du lait, de la nurture, de la civilisation elle-même. Armer une telle substance, c'est se moquer des fondements mêmes de... Il fut interrompu par un bruit assourdissant, alors que Philippe, dans un élan d'inspiration soudaine, ou peut-être de bravade induite par le vin, tentait de soulever la roue de fromage pour porter un toast, et la laissa tomber sur la table avec la force d'un petit tremblement de terre. Les assiettes ont vibré. Le vin éclaboussa. Le diplomate athénien cria dans un ton qui suggérait qu'il venait de voir une divinité mineure se manifester sous forme de produits laitiers. « Par les dieux, s'exclama Philippe, complètement ravi. Ce fromage est un guerrier à part entière. Regarde-le, solide, inflexible, à la hauteur d'un roi, à la hauteur d'un conquérant, prêt pour un conquérant. Alexandre, jamais à court de défis, sourit. Alexandre, jamais du genre à résister à un défi, sourit. Peut-être devrions-nous l'entraîner pour la bataille, père. Imaginez la terreur sur les visages de nos ennemis, alors que nous dévalons les collines d'Asie avec des meules de fromage. La table éclata en un rire chaotique. Même le sourcil d'Aristote tressaillit dans ce qui aurait pu être un rire réprimé, ou peut-être un spasme facial induit par une pure horreur philosophique. Mais le véritable désastre n'était pas encore survenu, car voyez-vous, Stavros le cuisinier, ancien, parcheminé,
et aussi grincheux qu'une chèvre privée de son dîner, avait lorgné le fromage toute la soirée. C'était, après tout, son fromage, affiné pendant des mois dans une cave humide, retourné quotidiennement avec la révérence d'un homme s'occupant d'une relique sacrée. Et maintenant, en voyant son fromage être maltraité, moqué et presque lancé à travers la salle à manger par un roi qui pensait que la subtilité était un type de vin, Stavros a craqué. Avec un cri de « Vous, les barbares, ne savez rien de l'étiquette du fromage », il se précipita en avant, tentant de récupérer sa création précieuse. Ce qui suivit fut le pandémonium. Le fromage, pris dans une lutte acharnée entre la prise ivre de Philippe et la prise désespérée de Stavros, s'échappa comme un porcelet huilé et fut projeté dans les airs, tournoyant majestueusement. Il vola, au-dessus des diplomates surpris, au-dessus des têtes des serviteurs, et directement dans la poitrine du dignitaire athénien, qui poussa un cri étranglé avant de basculer en arrière, chaise et tout. Le silence tomba pour un battement de cœur. Puis Philippe, les yeux écarquillés de joie, pointa et cria « Coup direct ! Précision macédonienne !» Alexandre, saisissant l'instant, sauta sur la table et déclara « Qu'il soit su !» Le fromage de Pella a remporté sa première victoire. Le fromage de Pella a remporté sa première victoire. La salle éclata en acclamations, rires, et les sanglots étouffés du diplomate athénien, qui était maintenant éventé par des serviteurs et murmurait quelque chose à propos de « guerre du fromage barbare ». Aristote, cependant, restait figé, fixant la scène avec l'expression d'un homme qui venait de voir un cadre philosophique entier s'effondrer sous le poids du chaos lentilleux. « Du fromage », murmura-t-il pour lui-même. « Comme une arme, je dois réviser mon traité, la soirée ne fit que dégénérer. » À partir de là, Philippe, encouragé par le succès de l'offensive au fromage, a défié le général spartiate de passage à un concours de crachage de noyaux d'olive, qui a rapidement dégénéré en un débat sur la question de savoir si la distance de crachage était une mesure acceptable de la préparation militaire. Un serviteur trébucha sur une amphore mort renversée, faisant tomber un plateau de figues glacées au miel, qui atterrirent directement sur les genoux d'Aristote, à son grand horreur visible. Héphaïstion, dans une vaillante tentative de rétablir l'ordre, a accidentellement mis un mouchoir en feu qui a été rapidement utilisé par Philippe pour allumer une deuxième tournée de toast, plus agressive. Et à travers tout cela, Alexandre était assis au cœur de la folie, souriant comme un homme qui venait de découvrir le secret de l'immortalité, ou du moins la recette du fromage le plus dangereux du monde. Chapitre 5. Festin de figues et dilemmes moraux. C'était une soirée chaude et collante, à Pella, du genre de soirée où l'air s'accrochait à votre peau, comme un politicien rongé par la culpabilité, et même les chèvres semblaient avoir abandonné la vie et décidé de poursuivre des carrières en tant que pierres décoratives. À l'intérieur du palais, la salle à manger était illuminée par des torches, remplie des sons des coupes qui s'entrechoquent, des rires bruyants, et du bruit occasionnel d'un serviteur laissant tomber quelque chose de fragile et regrettant immédiatement tous ses choix de vie. La table était dressée pour un festin de figues, pour être exact, parce qu'un esprit brillant, probablement Aristote, avait suggéré que les figues, en tant que symbole de modération et de sagesse, devraient constituer le plat principal d'un dîner moral. C'était, prévisiblement, une terrible idée. La modération, répétait Aristote, est la clé de toute chose. Comme le figuier porte des fruits avec parcimonie, l'homme doit également goûter au plaisir de la vie sans excès
car le figuier est un symbole de l'ennui. S'égosilla Philippe II, déjà plusieurs coupes de ce vin dilué dans le nez, qui en quantités appropriées parvenait encore à inciter à de mauvaises décisions. Les figues sont pour les hommes trop paresseux pour chasser et trop lâches pour rôtir un vrai sanglier. Par Zeus, je dis qu'un homme devrait manger son poids en viande et boire jusqu'à ce que les dieux eux-mêmes lui demandent d'arrêter. Par Zeus, je dis qu'un homme devrait manger son poids en viande et boire jusqu'à ce que les dieux eux-mêmes lui demandent d'arrêter. Un cri épars s'éleva des soldats, assis à proximité. Alexandre, perché à la table comme un chat prêt à bondir, leva un sourcil et piqua une figue avec la pointe de son poignard. « Père, je crois que la figue est censée représenter la modération en toutes choses. » Philippe fit la moue. La seule chose qu'une figue représente, c'est une mâchoire faible et un estomac triste. Aristote s'éclaircit la gorge, prêt à se lancer, dans une défense des figues si complexe qu'elle ferait rougir un rouleau de papyrus lorsque le désastre frappa. Le désastre, dans ce cas, prit la forme de Ménélas le jeune, un noble mineur, avec plus d'ambition que de bon sens, et une tendance à interpréter les conférences philosophiques comme des défis personnels. Il se leva brusquement, renversant une coupe et manquant de décapiter un serviteur avec son geste enthousiaste. « Je dis, » Ménélaos cria, le jus de figue dégoulinant de son menton, comme la preuve d'un crime. « Si les figues sont le fruit de la sagesse, alors plus nous en mangeons, plus nous devenons sages. Si les figues sont le fruit de la sagesse, alors plus nous en mangeons, plus nous devenons sages. » Il y a eu une pause, longue, maladroite, et remplie du son de l'âme d'Aristote, tentant de se frayer un chemin hors de son corps. Philippe, toujours l'instigateur, se pencha en avant avec un sourire si acéré qu'il aurait pu trancher la cuisse d'un sanglier. Une affirmation audacieuse. « Prouve-le, Ménélas, régale-toi, et voyons combien tu deviens sage. Mange à ta faim, et voyons combien tu deviens sage. » Alexandre sourit. Alexandre a souri, avec un air suffisant. Héphaïstion se mit la main sur le visage. Aristote avait l'air de vouloir pleurer dans sa coupe. Et ainsi commença le festin de figues de Péla, un cauchemar culinaire déguisé en expérience philosophique. Ménélas, encouragé par l'attention, et peut-être par le vin, commença à fourrer des figues dans sa bouche avec la férocité d'un homme qui se croyait sur le point d'atteindre l'illumination. Les serviteurs s'affairent à remplir les plateaux, tandis que les spectateurs commençaient à parier sur la possibilité que Ménélas atteigne la transcendance ou qu'il explose simplement. Pendant ce temps, Aristote, désespéré de sauver la soirée, tenta de ramener la conversation vers la philosophie morale. « Ce n'est pas la quantité de figues, » commença-t-il, la voix tendue, « mais la réflexion sur elle qui nourrit l'âme. Réflexion. » Philippe rugit. « La réflexion est pour les poètes et les lâches. Laissez le garçon manger. Peut-être que les dieux le récompenseront avec la sagesse de se taire. Peut-être que les dieux le récompenseront avec la sagesse de se taire. » Ménélas, maintenant visiblement en sueur, leva un figue tremblante au-dessus de sa tête comme une relique sacrée. « Je le sens, la sagesse, ça me traverse comme... » Il s'arrêta, clignant des yeux rapidement. Puis ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, comme 1000 petits chèvres piétinant mes intestins, s'écria-t-il, en se tenant le ventre et en s'effondrant sur la table, avec un grognement qui résonna dans le couloir. Philippe éclata de rire si fort que les poutres du plafond en tremblèrent. Alexandre se pencha en arrière, un sourire en coin.
il semble que le chemin vers la sagesse soit pavé de figues et de regrets digestifs. Aristote, la tête dans les mains, murmura quelque chose sur le déclin de la civilisation, tandis qu'Héphaïstion commençait à prendre des notes sur le nombre exact de figues nécessaires pour rendre un homme adulte incapable. Mais la nuit n'était pas encore terminée, oh non. Juste au moment où la pièce commençait à se calmer, un vieil homme nommé Timoclès le murmureur, un sage autoproclamé qui s'était récemment déclaré grand prêtre du figuier. Personne n'était vraiment sûr si c'était un vrai titre ou quelque chose qu'il avait inventé après trop de vin. Se leva tremblotant de son siège, une branche de figuier brandie comme un sceptre. « Frère, frère, croassa-t-il, sœur, la figue n'est pas simplement un fruit, c'est une révélation, un signe des dieux. Nous devons fonder le culte de la figue, construisez un temple, sacrifiez une chèvre, ou peut-être un philosophe. » Aristote blêmit visiblement. Philippe, les yeux brillants de la lueur dangereuse d'un homme qui appréciait le chaos bien trop, hocha la tête avec enthousiasme. Un culte de la figue. J'aime ça. Voyons combien de temps il faudra aux Athéniens pour déclarer la guerre, à cause des fruits. Rappelle-moi, quand je serai roi, d'interdire les festins philosophiques. Alexandre, observant la folie se dérouler comme un spectateur d'une pièce particulièrement absurde, se pencha vers Héphaïstion et murmura « Rappelle-moi, quand je serai roi, d'interdire les festins philosophiques. » Héphaïstion hocha la tête solennellement. Et ainsi, la nuit se transforma en un mélange de rires, de maux d'estomac causés par les figues, de débats philosophiques hurlés à travers la table, et d'un concours improvisé de lancers de figmes qui se solda par 2 yeux au beurre noir et un traité signé purement par embarras. C'était, en bref, une soirée typique à Macédoine, où la frontière entre le dîner et la diplomatie était aussi mince que la patience d'un homme contraint d'écouter une conférence sur les fruits. Chapitre 6. La bataille des biscuits d'orge. Ah, la campagne militaire macédonienne, où la stratégie était reine, le courage était monnaie courante, et le véritable ennemi n'était pas les Perses, mais la force implacable et craquante des rations de l'armée. C'était une matinée ensoleillée, du genre à promettre gloire, conquête et léger coup de chaleur. Le camp s'étendait à travers la plaine, comme une couverture de patchwork indiscipliné. Des tentes affaissées, comme des philosophes fatigués, des soldats grognant alors qu'ils essayaient de se démêler de leurs propres lances, et une chèvre solitaire qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, la mascotte non officielle du camp, portant un casque de taille trop grand. Au centre de tout cela, Alexandre se tenait, tunique légèrement froissée, bottes couvertes de l'optimisme d'un homme qui n'avait pas encore vécu une journée complète de logistique militaire. À ses côtés, Héphaïstion observait avec l'expression résignée de quelqu'un qui avait accepté que sa vie impliquerait toujours d'être entraîné dans des situations de plus en plus ridicules. « Homme !» Alexandre appela, sa voix résonnante à travers le camp comme une cloche légèrement trop confiante. « Aujourd'hui, nous marchons vers le destin, vers la gloire, vers la grandeur qui attend ceux qui osent, vers la grandeur qui attend ceux qui osent. » Un cri de joie s'éleva des rangs, bien que légèrement atténué par le bruit de quelqu'un qui toussait sur une bouchée de biscuits d'orge. Oui, les biscuits d'orge. Aucun récit de la campagne d'Alexandre ne serait complet sans mentionner les rations infâmes, dures, sèches et si inflexibles qu'elles avaient été connues pour enfoncer les épées. Ils étaient un paradoxe culinaire, à la fois insipides et pourtant offensants pour les sens, capables de survivre à un siège
et aussi de devenir une arme en un. Aristote, qui avait, pour des raisons connues seulement de lui-même et des dieux, insisté pour accompagner l'armée pour des études de terrain philosophiques, regardait les biscuits avec une profonde suspicion. Alexandre, intona-t-il gravement, tenant un biscuit en l'air, comme s'il s'agissait d'un artefact maudit. Ce ne sont pas des aliments. Ils sont une métaphore de la souffrance. Ils sont l'incarnation du labeur mortel et de la futilité de l'indulgence. Ils sont aussi assez durs pour tuer un homme si tu en lances un, murmura Héphaïstion, en se frottant la mâchoire, où une rencontre précédente avec un biscuit récalcitrant avait laissé une petite échymose d'Alexandre, toujours pragmatique, ou du moins un homme avec une tolérance profondément préoccupante pour les dangers alimentaires, haussait simplement les épaules. Un soldat se bat mieux avec une nourriture simple, déclara-t-il, que les Perses aiment leurs grenades et leurs riz au safran. Nous avons des biscuits qui peuvent survivre à un tremblement de terre. Et avec cela, il prit une bouchée, un acte qui aurait été considéré héroïque s'il n'était pas carrément imprudent. Le craquement était si fort qu'il fit sursauter un cheval à proximité, qui s'enfuit en courant dans une tente et provoqua un léger effondrement. Imperturbable, Alexandre mâchait pensivement. Réfléchit-il, ça a le goût de Destiny. À ce moment précis, Philippe II arriva dans le camp, ressemblant à un homme qui avait dormi dans un tonneau de vin, ce qui, compte tenu de son passé, n'était pas hors du domaine du possible. Il observa la scène, les tentes cabossées, les soldats meurtris, la chèvre portant un casque, et sourit. « Par les dieux, garçon, rugit-il. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Des pierres. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? Des pierres. Des biscuits, père, répondit Alexandre. Des biscuits, père, répondit Alexandre. Austère, simple, un symbole de discipline. Philippe plissa les yeux en regardant le biscuit dans la main d'Alexandre, le prit et tenta une bouchée. Le biscuit ne céda pas. Philippe fronça les sourcils, essaya à nouveau, puis, dans un accès de frustration, le lança à travers le camp. Il a volé dans les airs, tel un petit disque mortel, et a frappé un soldat à l'arrière de la tête, le faisant tomber à plat. Silence, puis un sourire lent et étendu sur le visage de Philippe. « Efficace !» s'exclama-t-il. « Peut-être devrions-nous en faire notre arme de siège principale. Peut-être devrions-nous en faire notre arme de siège principale. » Un murmure d'accord parcourut le camp, bien qu'il fût difficile de dire si les soldats étaient impressionnés ou simplement effrayés à l'idée de contredire un homme qui avait autrefois tenté de défier un orage en duel. Un murmure d'accord parcourut le camp, bien qu'il fût difficile de savoir si les soldats étaient impressionnés ou simplement effrayés à l'idée de contredire un homme qui avait autrefois tenté de défier un orage en duel. Aristote, se frottant les tempes comme s'il essayait de masser physiquement le chaos hors de l'univers, murmura. La décadence morale de l'armée macédonienne commence par la glorification des produits de boulangerie armée. Mais Alexandre ne se laissa pas décourager. « Nous marchons à l'aube. Nous marchons à l'aube, déclara-t-il, peut-être en oubliant qu'il était déjà midi, que les biscuits fortifient nos esprits et nos mâchoires, qu'ils nous rappellent que la grandeur ne s'atteint pas par le luxe, mais par la persévérance et de résilience dentaire. Les hommes acclamèrent, ou peut-être grommèrent d'une manière qui ressemblait à des acclamations, et commencèrent à se préparer pour la marche du jour. Chapitre 7. Le désert du destin. S'il y a une chose qu'on ne vous dit pas sur la conquête du monde, c'est ceci. Les déserts sont terribles, ils sont chauds,
Ils sont secs, ils sont remplis de sable, à des endroits où le sable ne devrait jamais être. Et ils ont une capacité troublante à transformer même l'armée la plus déterminée en une collection de philosophes, en sueur, et brûlés par le soleil, se demandant le sens de la vie, et si, peut-être, ils ne sont tout simplement pas. Un mirage, c'est dans un tel paysage qu'Alexandre et sa bande de guerriers, fatigués, couverts, de biscuits, ont marché. Le soleil brûlait au-dessus d'eux, comme un boulanger céleste en colère, déterminé à rôtir chaque être vivant jusqu'à ce qu'il devienne croustillant. Le sable brûlait leurs pieds, leurs tentes, et même, d'une manière ou d'une autre, leur sens de l'humour. Alexandre, naturellement, n'était pas découragé. « Homme !» cria-t-il de son cheval, qui avait depuis longtemps cessé d'écouter et se concentrait maintenant sur le fait de ne pas fondre. Nous ne marchons pas seulement à travers ce désert, mais à travers les pages de l'histoire. Chaque grain de sable sous nos pieds est un témoignage de notre gloire. Chaque ampoule, un insigne d'honneur. Chaque ampoule est un insigne d'honneur. Chaque grain de sable semble aussi être dans mon pain, murmura Héphaïstion, secouant un morceau de pain plat particulièrement granuleux et regardant avec désespoir alors qu'il s'effritait comme les rêves d'un homme qui pensait qu'une balade à dos de chameau serait relaxante. Chaque grain de sable semble aussi être dans mon pain, murmura Héphaïstion, secouant un morceau de pain plat particulièrement granuleux et regardant avec désespoir alors qu'il s'effritait comme les rêves d'un homme qui pensait qu'une balade à dos de chameau serait relaxante. Aristote, qui avait furieusement griffonné des notes dans un journal relié en cuir intitulé « Un traité sur la nature existentielle de l'insolation », leva les yeux, la sueur dégoulinant de son nez. « Alexandre, dit-il, la voix aussi sèche que la terre autour d'eux. Je dois te demander si tu as envisagé les implications métaphysiques de traverser un environnement qui cherche activement à défaire l'ambition humaine. » Alexandre cligna des yeux. « Suggérez-vous que le désert est sentient? Je suggère que le désert essaie de nous tuer, » répondit Aristote d'un ton neutre, avant de s'effondrer sur un tapis tissé de désespoir et de poils de chameau. « Je suggère que le désert essaie de nous tuer, » répondit Aristote d'un ton plat, avant de s'effondrer sur un tapis tissé de désespoir et de poils de chameau. Mais il n'y avait pas de temps pour des réflexions philosophiques, car l'armée avait atteint l'oasis du Sirope et de la Mophiance, nommée, apparemment, par une génération antérieure de voyageurs avec un sens de l'humour sombre. L'oasis était une fine bande de verdure au milieu des dunes, parsemée de palmiers dattiers, d'un unique chameau grincheux nommé Pythagore, et d'un stand improbablement bien approvisionné offrant des gâteaux de figues au miel en échange de toute pièce de monnaie ou objet brillant que l'on pouvait proposer. Naturellement, le chaos s'ensuivit. Les soldats se précipitèrent en avant comme des criquets déshydratés, attrapant des gâteaux, engloutissant du vin de datte et se disputant pour savoir qui devait remplir la cantine commune, qui était étrangement collante et sentait légèrement les oignons au vinaigre. Alexandre, observant cette rupture de l'ordre militaire, soupira. « Il semble que nous ayons une crise. » Héphaïstion hocha la tête avec gravité. « La crise du dernier gâteau. » En effet, là sur l'étal, entouré de miettes et des regards désespérés d'hommes qui avaient trop vu, se trouvait la dernière part de gâteau aux figues au miel, un carré doré et brillant de tentation. Philippe, qui était arrivé d'une manière ou d'une autre, il était difficile de dire comment, peut-être par téléportation ivre, se tenait derrière le groupe, une cruche de vin dans une main,
l'autre levé comme un oracle des mauvaises décisions. « Ceci, annonça-t-il en gesticulant largement, n'est pas simplement un gâteau. Ceci est un test de caractère, un test de discipline, un test de qui peut tenir son vin tout en s'engageant dans un combat de dessert à main nue. » Les soldats se tendirent. Aristote, sortant de sa torpeur, induite par le soleil, plissa les yeux devant le gâteau, comme s'il s'agissait d'une énigme morale matérialisée. « C'est un dilemme, se dit-il. Prendre le gâteau, c'est embrasser la gourmandise, mais s'abstenir, c'est nier la quête du plaisir, ce qui est en soi une forme de faiblesse philosophique. « Mange le gâteau, ou ne le mange pas, vieux !» cria un soldat, s'approchant déjà, les yeux rivés sur le prix. Alexandre, toujours le stratège, avança, les bras levés dans un geste de leadership magnanime. « Que cela soit décidé par le mérite !» proclama-t-il. Un concours de compétences, de ruse et précision de lancer de biscuits. Les soldats acclamèrent. Héphaïstion grogna. Aristote commença à murmurer quelque chose à propos de la décadence de la civilisation, se manifestant dans des tournois, liés à la pâtisserie. Et c'est ainsi que le sort du dernier gâteau, et peut-être le moral de toute l'armée macédonienne, fut décidé par une bataille royale de biscuits sous le soleil brûlant du désert. Chapitre 8. Un festin de trop. À ce stade, c'était un fait bien établi, bien que rarement exprimé à voix haute, que partout où Alexandre le Grand marchait, le chaos le suivait comme un chiot trop enthousiaste, portant un casque trop grand pour sa tête. Cela n'a jamais été aussi évident que lorsque l'armée macédonienne, poussiéreuse, brûlée par le soleil, et plus que légèrement confuse, est tombée sur Babylone. Ah, Babylone, une ville de merveilles, une ville de palais dorés, de jardins luxuriants et de banquets si extravagants qu'ils pourraient ne faire pleurer même le soldat le plus endurci dans sa soupe de lentilles. Un endroit où même les statues semblaient avoir de meilleurs régimes que la plupart des officiers macédoniens. Et donc, lorsqu'Alexandre entra dans la grande salle du palais abandonné de Darius, flanqué de généraux, de philosophes et d'un assortiment de chèvres perplexes qui avaient d'une manière ou d'une autre survécu à toute la campagne. La scène était prête pour ce qui entrerait dans l'histoire, comme le festin le plus ambitieux, absurde et totalement désastreux de tous les temps. Les tables ployaient sous le poids des délicatesses persanes. Agneaux rôtis, glacés à la sauce grenade, riz infusé au safran qui scintillait comme du sable doré, figues si mûres qu'elles semblaient indécentes, et pâtisseries si délicates qu'elles auraient pu être faites par des anges, ou à tout le moins par une guilde très dévouée de moines obsédés par le sucre. Il y avait des plateaux de paon, leurs plumes encore attachées pour une touche esthétique, bien que cela rendait leur consommation profondément délicate, du poisson grillé enveloppé dans des feuilles de figuier et une cruche de vin si grande qu'elle avait sa propre attraction gravitationnelle. Alexandre, scrutant la table, croisa les bras et hocha la tête pensivement. « C'est acceptable. » Héphaïstion, déjà en train de regarder les pâtisseries avec la méfiance d'un homme qui savait comment ces choses se terminaient généralement, murmura entre ses dents. « C'est un piège. » Aristote, assis à une longue table, griffonnant furieusement sur un rouleau intitulé « Sur l'éthique de la consommation excessive », leva brièvement les yeux et renifla. C'est une métaphore de la fugacité du plaisir, bien sûr. Mais avant que quiconque puisse l'arrêter, Philippe II, d'une manière ou d'une autre encore en vie, encore ivre, et toujours enthousiaste à propos de tout ce qui pourrait mener à un désastre total, se leva, les bras écartés comme un homme
sur le point de se lancer du balcon le plus proche. « Par les dieux !» s'écria-t-il. « Ce n'est pas un festin, c'est une déclaration de guerre contre la faim elle-même. Mangez, mes amis, mangez jusqu'à ce que vos tuniques éclatent et que vos sandales implorent grâce. Mangez jusqu'à ce que vos tuniques éclatent et que vos sandales implorent miséricorde. » Et tout à coup, l'armée macédonienne, à moitié affamée, à moitié folle, et entièrement non préparée aux manières de table persane, s'est abattue sur le festin comme des sauterelles en sandales. Ce qui suivit n'était pas tant un dîner qu'une explosion théâtrale de malentendus culturels. Les Perses, vous voyez, croyaient en un repas gracieux, petites portions, conversation raffinée et un sens délicat de l'équilibre. Les Macédoniens, en revanche, croyaient en manger, comme si vous essayiez personnellement de dévorer le concept même de la faim, de préférence en criant à propos de la gloire et en luttant de force avec le premier objet à portée de main. En quelques minutes, une bataille de nourriture éclata. Cela a commencé, innocemment, avec Ménélas le Jeune, un homme dont les précédentes réalisations incluaient avoir failli s'étouffer avec une figue, tentant de démontrer la méthode persane appropriée pour tremper du pain dans une sauce au safran. Malheureusement, sa prise sur le pain était mauvaise et il a été projeté à travers la table, frappant un général de haut rang en plein front et laissant une traînée de jaune vif sur son front, comme un maquillage de guerre très confus. À partir de là, la situation a rapidement dégénéré. Un plateau de dattes au miel fut renversé, se répandant comme des caltropes comestibles, une cruche de vin fut renversée, envoyant une petite vague de marée à travers le sol en marbre, où elle rencontra une chèvre particulièrement maussade, nommée Aristobulus, qui, ayant enduré bien trop de choses lors de cette campagne, choisit ce moment pour organiser une révolte d'une seule chèvre, chargeant dans la mêlée avec la fureur de 1000 réservations de dîners oubliés. Alexandre, observant tout cela se dérouler, s'affaissa dans sa chaise, sirotant du vin avec l'expression d'un homme qui avait accepté qu'il ne pouvait, en fait, pas contrôler l'univers, seulement en guider légèrement la descente vers l'absurde. Héphaïstion, repoussant une pâtisserie volante avec son bouclier, murmura « Voilà ce qui arrive quand on essaie de nourrir des philosophes et des guerriers dans la même pièce. » Aristote, essuyant une tache de grenade rôtie sur sa tunique, soupira profondément. Cela, c'est la décadence de la civilisation incarnée. Philippe, quant à lui, tentait de célébrer le concept de modération, tout en équilibrant simultanément une caille rôtie sur sa tête. Et quelque part, au milieu de tout cela, une petite dispute éclata entre deux érudits sur la question de savoir si le safran était une métaphore de l'illumination divine ou juste une épice vraiment chère. Une dispute qui dégénéra rapidement en une illumination réelle lorsque quelqu'un renversa une lampe et mit le napperon en feu.